Bonjour Richard Virenque. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais tout de suite démarrer par une petite date. En 2004, vous participiez à vos troisième et derniers Jeux Olympiques à Athènes. Quelques mois après, vous annonciez votre retraite sportive. Et 20 ans plus tard, on vous retrouve dans le Var à porter la flamme olympique vendredi dernier. Un beau symbole. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, cette opportunité? Pour moi, les Jeux Olympiques en France, c'est magnifique. Comme vous l'avez dit, j'ai participé à trois Olympiades durant ma carrière, mes 15 ans de carrière professionnelle. Et les Jeux sont cette année à Paris, quoi, en France, et que la flamme parcourt un peu toute la France et que je fasse partie, on va dire, des 10 000 porteurs de flammes, parce qu'il y en aura 10 000 qui vont porter la flamme. Je crois que c'est assez sympa et c'est un peu, on va dire, un petit clin d'œil qu'on me fait, parce que je crois que les couleurs françaises, je les ai portées bien haut pendant tout au long de ma carrière. Et c'est, je pense, une reconnaissance. En plus, c'est au moment où la flamme, elle rentre dans le Var, en étant varois. Et voilà, donc c'est un coup de nostalgie, un petit moment, parce que ça dure pas longtemps, hein, je vous dis, vous avez le temps de l'allumer, de faire, on va dire, 300 mètres et redonner à votre relayeur. Donc c'est un court moment, mais un moment sympathique et un clin d'œil par rapport à ma carrière qui a été longue et voilà, qui a perduré. Et j'ai été au pied d'une médaille parce que à Atlanta, je fais quand même quatrième de la course. Et donc, voilà, c'était compliqué, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est pour parler de ce moment-là. La semaine dernière, c'était sympa, en tout cas, d'avoir vécu ça, quoi. Porteur de la flamme olympique, c'est évidemment une belle actualité, mais c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, on vous voit pardon, un petit peu moins dans les médias. Même l'année dernière, vous étiez à notre micro sur le Tour de France 2023 et vous nous aviez dit que vous étiez un peu devenu comme Monsieur Tout le Monde. Alors moi, j'ai envie de poser la question, que devient Richard Virenque en 2024? Bah, écoutez, c'est clair que après être sportif de haut niveau, vous rentrez un peu dans le format de, on va dire, de Monsieur Tout le Monde, hein. Vous avez une vie, eh ben, pas tournée à 100%, à 200% autour du sport et de l'hygiène de vie, hein, parce que pour être sportif de haut niveau et être professionnel, il faut rentrer comme dans un couvent où tout ce que vous faites est pesé, analysé. Pour optimiser, on va dire, la performance. Et après, ben, quand vous lâchez tout ça, vous passez dans une vie sédentaire, voilà, de profiter de la vie, de vous occuper à des choses que vous ne pouvez pas faire. Et voilà, tout ce qu'il y a de bon côté derrière la vie d'un sportif. Donc, ben, on se contente, cantonne en tout cas à une autre vie dans les affaires. Moi, je pratique des affaires dans l'immobilier. Donc, et voilà, donc j'ai des projets immobiliers que je mène à bien. Et donc ça m'occupe. Et à côté de ça, je fais toujours du vélo. Bon, on va dire, ça dépend des périodes. Et les périodes d'hiver, eh ben, le vélo, je le laisse tranquille. Par contre, je fais d'autres sports. Et les périodes comme maintenant, à partir du mois de mai, on va dire, le vélo, on le ressort pour faire du vélo à peu près jusqu'à au mois d'octobre. Mais voilà, donc ça devient plus mon quotidien. Par contre, je fais quelques conférences, je fais quelques participations sur un vélo. Chaque année, j'ai eu la chance aussi de venir sur le Tour de France avec Europe 1, la radio qui me fait toujours confiance. Par contre, il est vrai que en sortant, on va dire, des commentaires comme je faisais pendant plus de 13 14 ans avec Eurosport, il est clair que quand on commande plus les courses, on n'est plus sur les courses, moins sur les courses. Et donc, on a l'impression de disparaître un peu, puisqu'on n'est plus un peu dans l'image. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Je dois faire avec, mais je suis toujours passionné. Je regarde toujours les courses avec autant de passion. Je suis le cyclisme français, ce qu'il a fait Valentin Peintre ben, hier avec Romain Bardet, premier et deuxième, c'est génial sur le Tour d'Italie. Donc, je regarde les classiques, je regarde les coureurs.
je regarde les formations qui matent un peu tout le monde. Et voilà, donc je m'intéresse toujours autant, je suis toujours un passionné, même si je suis plus, on va dire, dans la lumière, eh ben, au bord des routes. Je vais quand même aller prochainement aux 4 jours Dunkerque, hein, comme j'habite dans la région bruxelloise. Je vais être à côté, donc j'ai la chance, grâce à l'organisateur Eric Marchelli, de venir sur les 4 jours Dunkerque et d'être au cœur de la course parce que je conduis une voiture et je suis au cœur du peloton. Là, c'est génial. Voilà, donc je suis quand même un peu dans le monde du vélo. Un petit peu, mais est-ce que du coup ce rôle de consultant, ça vous manque pas un petit peu quand même? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez revenir peut-être dans ce métier-là? Alors écoutez, quand j'ai arrêté ma carrière, c'était une opportunité hein, que j'ai eue grâce à Laurent-Éric Lelay, qui était à l'époque directeur d'Eurosport. C'est lui qui m'a fait mon premier contrat. Et voilà, donc aujourd'hui, il est clair que en sortant d'Eurosport et en ayant vécu tout ce que j'ai vécu, les commentaires, tout ça, c'était une activité qui me plaisait parce que je vivais ça à fond et ça me plaisait. Je crois qu'on avait de très bons retours. Maintenant, ben, vous savez, les places sont chères hein, donc, dans les commentateurs et il faudrait qu'il y ait des places qui se libèrent ou alors qui m'ajoutent. En tout cas, ce n'est pas l'option que la télé, que France Télévisions a pris parce que je leur ai proposé mes services, mais pour l'instant, ils n'ont pas de place. Donc, bah, je dois me contenter tout simplement d'être patient et peut-être un jour, on me refera revenir dans les commentaires. Mais en tout cas, c'était quelque chose que je prenais à cœur. Et les années passées avec Patrick Chassé, hein, avec qui on a passé beaucoup, beaucoup d'années dans les commentaires, comme je vous dis, une dizaine d'années. Après, ben, voilà, après ben, c'est différent, mais voilà, c'est la vie qui avance. Et bon, des fois, c'est un peu dur pour moi de regarder le Tour de France et d'être à la maison, mais je le regarde toujours avec passion. Vous l'avez dit, vous suivez toujours, l'actualité vélo avec passion. Justement, votre avis sur, le cyclisme actuel? Il y a eu énormément de changements depuis que vous avez arrêté. En 20 ans, on a l'impression que tout a évolué, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la jeunesse des coureurs, au niveau des courses. Quel est votre regard comme ça sur le cyclisme actuel en 2024? Bah, le regard, c'est que il est clair on est devenu plus moderne, plus performant. On utilise toutes les techniques, on va dire, que ce soit les composites, que ce soit les techniques d'entraînement, la diététique. Elle existait à notre époque, hein, c'était il y a 20 ans, mais maintenant, ben, on est voilà, dans l'ère de 2024-2030 où eh ben, c'est tout informatisé, pesé, millimétré. Ça l'était aussi à notre époque. Mais bon, pour parler des vélos, les vélos, ils ne ressemblent plus du tout aux vélos que j'ai connus, hein, avec les dérailleurs électriques. Nous, on était avec des dérailleurs avec des câbles. Bon, j'ai connu hein, le dérailleur électrique récemment et je trouve ça génial au niveau, on va dire, de la finesse du rapport. C'est super. Après, les freins à disque, pour parler des freins à disque, c'est génial aussi. Moi, dans mon activité, en tout cas, j'adorais les descentes et le freinage était très important. Donc, ben, il faut anticiper hein, un freinage à disque. C'est un freinage très, très puissant, très fort. Et il est clair que ben, tout a évolué. La légèreté, bon, on avait toujours des vélos légers parce que la norme, hein, je crois qu'elle est toujours à 6,9 kg, autour de 6,9 kg pour les vélos. Ça, c'est la réglementation. Donc, les vélos sont toujours aussi légers, mais peut-être ils sont un peu plus rigides. Et voilà, donc ça se bonifie en tout cas, mais je reste admiratif hein, de tout ça parce que allez, si je peux hériter d'un vélo tous les 2 ans de la nouvelle génération, vu que je pédale un peu, c'est un grand plaisir. Et la génération de champions actuels, les Tadej Pogačar, les Jonas Vingegaard, les
Les Remco Evenepoel, ça vous inspire quoi, vous, ces champions qui percent de plus en plus jeunes, on a l'impression, et qui dominent vraiment de manière assez presque indécente en ce moment le cyclisme moderne? Oui, mais on a beaucoup de chance, hein, en tout cas, pour être un spectateur aujourd'hui, parce que cette génération, elle a pas froid aux yeux, elle attaque de loin, elle prend des risques, c'est pas trop calculé, même si ce l'est quand même un peu, mais c'est une génération qui croque la vie à pleines dents. Et je crois que ben, quand on regarde les classiques, tout ça, même si c'est un peu toujours les mêmes qui gagnent, en tout cas, ils le font avec panache, avec classe, et ils se mettent en position voilà, de risque on va dire dans l'action. Ils partent de plus loin, ils se mettent en difficulté et ils vont jusqu'au bout parce que derrière, eh ben, il y a ce jeu aussi du chat à la souris. Eh ben, je ne veux pas trop rouler, je vais attendre et derrière, l'autre devant, eh ben, il prend les devants et il se donne à fond et ça fonctionne. Donc non, je trouve que la génération qui est là en place, elle nous apporte beaucoup, beaucoup, en tout cas pour le spectacle et la course, je me régale. Le spectacle justement, parce qu'on a l'impression d'un point de vue spectateur et même auprès de certains coureurs, on s'en rend compte un peu sur le Tour d'Italie en ce moment avec, Tadej Pogačar, on a l'impression qu'il a déjà course gagnée. On a l'impression qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe vis-à-vis des justement ces raids en solitaire qui sont certes très impressionnants, mais qui tuent le suspense au bout de 50 kilomètres, à plus de 50 kilomètres de l'arrivée. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, si ça se normalise, ça pourrait devenir, peut-être problématique, dans le futur du cyclisme? C'est clair que Pogacar, ben, sur les courses, sur les grands tours, il a la main mise, mais il n'est pas à l'abri d'une défaillance, il n'est pas à l'abri, pas que je lui souhaite, hein, il n'est pas à l'abri d'une chute et que ben, le dauphin derrière peut hériter. Donc, en tout cas, il court avec panache, hein, même s'il a course gagnée où on se dit ben, qui risque de le battre, il prend des risques. Et peut-être en prenant ces risques-là, et ben, à un moment donné, on se souvient, hein, Pogacar, hein, il avait le Tour gagné et un certain Vingegaard est arrivé, il lui a claqué la porte et boum, il est tombé sur un os. Donc, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un coureur à panache, son équipe est très forte. Pour l'instant, il arrive à cadenasser la course, mais derrière, les adversaires essayent de patienter ou de trouver un peu l'ouverture. Ça a toujours été un peu comme ça, vous savez, dans toutes les générations, hein. Moi, j'ai connu les générations Indurain. Donc, voilà. Donc, après, j'ai connu la génération Jan Ulrich, Björn Ries, la rénation bon, Lance Armstrong. Euh, voilà, donc à un moment donné, on doit se faire à chaque fois avec une génération ou un coureur qui a la suprématie et d'être patient et pouvoir essayer de le battre, quoi. Et au milieu de tout ça, la génération française, on a des jeunes pousses qui poussent à la porte. On a eu Thibaut Pinot qui a pris sa retraite, l'année dernière. On a l'impression qu'il y a un passage de témoin un peu entre la génération des années 2010 et celle des années 2020 qui débarque, décomplexée. Qu'est-ce qu'on en pense de cette génération française actuelle? On peut en espérer beaucoup? Oui, bon, on en espère. Bah, sur les courses, je trouve que dans les classiques, tout ça, le cyclisme français se porte plutôt bien, hein. Ben, on a maintenant, on le traite d'ancien, mais c'est Romain Bardet Mmh. qui nous a fait une bonne campagne de classiques. Et là, il retrouve un peu ses jambes sur le Tour d'Italie. Euh, Après, ben, on peut le voir à l'exemple de Paré Peintre au Tour d'Italie, le jeune qui est devant, qui ose et qui est récompensé. Je trouve aussi, depuis le début de l'année, l'équipe de Vincent Lavenu, Mmh. Décathlon G2R mondial, qui a le vent en poupe, hein. Ils ont démarré l'année, ils se sont transformés. Alors, je ne sais pas si c'est grâce aux sponsors ou grâce aux nouvelles recrues, mais en tout cas, ils ont changé quelque chose Faites qui le marche vélo. bien. Ouais, parce que ils sont rentrés vraiment dans une équipe offensive, tout réussi. Et voilà, donc ils sont dans une sphère comme ça positive. Et il faut en profiter, hein. Donc, et ils en profitent pleinement. Donc voilà, donc il y a des époques ou des moments de l'année où il y a des formations qui tout se passe bien. Et après, ben,
Le problème, à un moment donné, on rentre dans l'anonymat, même si on participe pour des formations et on est patient. Donc voilà, donc non, je crois que toutes les formations françaises se donnent à fond et essayent de sortir l'épingle du jeu dans ce cyclisme qui va très vite, qui est très fort. Là. La performance, elle est tellement élevée. Donc, mais chaque génération, c'est un peu toujours pareil. Hein, donc, c'est clair que des fois, on est un peu déçu parce que les Français ne sont pas aux avant-postes et il y a des périodes comme ça parce qu'il y a d'autres qui. Mais les Français, à un moment donné, arrivent à trouver un peu l'ouverture, comme là sur le Tour d'Italie, comme là sur les classiques. Et j'espère sur le Tour de France cette année qui va se disputer. En plus, c'est le Tour de France où il y aura les Olympiades à Paris. Et Tour de France se finira à Nice. Je pense qu'il y a des opportunités, mais on est bien parti cette année pour parler, je pense, de l'équipe Décathlon à Jeux des Air mondial parce qu'ils ont le vent en poupe. On est au mois de mai, on est à l'aube du Tour de France. Donc voilà, donc l'équipe Arkea aussi qui aussi fait son bonhomme de chemin. Hein, donc avec Manu Hubert qui depuis des années, on va dire, eh ben, rame pour sortir un peu des pépites de son équipe. Hein, donc c'est pareil pour Jean-René Bernaudot avec Direct Energy. Voilà, et Marc Madio, lui, de son côté aussi, il a quelques pépites aussi qui sont en train d'éclore. Et non, je trouve que le cyclisme français se porte plutôt bien, mais on est dans une rivalité internationale à 200%, c'est-à-dire que tous les meilleurs du monde se confrontent et le niveau, il est tel que ben, c'est pas évident d'aller gagner, c'est pas évident d'aller voilà d'être le meilleur. Donc voilà. Vous avez parlé des pépites de Marc Madiot. On pense, en tout cas d'un point de vue grimpeur, ça vous parlera forcément, mais on pense forcément à Lenny Martinez parmi les belles pépites de demain pour potentiellement briller sur les grands tours. Il y a énormément de rumeurs autour de son potentiel départ de la Groupama FDJ. Est-ce qu'il ira vers Bahreïn, vers Ineos? Ce choix de partir à l'étranger pour les jeunes coureurs français, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Est-ce que c'est une démarche qui, pour vous, est limite obligatoire pour pouvoir espérer, gagner le Tour de France? Alors obligatoire à un moment donné, moi je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai démarré dans une équipe française. Cette équipe, c'était l'équipe RMO. Elle a fait faillite et j'ai pas eu le choix de partir. Donc, on a créé une équipe, l'équipe Festina. Et ensuite, voilà. Donc, j'ai toujours vécu, on va dire, dans des équipes étrangères. Et c'était comme ça. C'était pas un choix, mais c'était mon destin. Comme je suis originaire du Var, et à un moment donné, en étant amateur, je parle, j'ai dû m'exiler ailleurs que le Var pour pouvoir réussir. Hein. Au début, je suis parti dans les Alpes-Maritimes en étant amateur et après, j'ai eu la chance de rentrer au bâton de Joinville sous sélection et une année au service militaire et après la SPTT Paris. Donc, vous savez, dans le vélo, il faut savoir prendre sa valise et à un moment donné, aller où il faut bouger. Il ne faut pas rester dans un cocon un peu trop chaud où on est en train de s'endormir. Donc, mais par contre, quand on est bien dans une équipe, tout se passe bien. Je ne conseillerais pas voilà, de partir. Hein, comme à un moment donné, si on peut parler de Julien Alaphilippe, quand Mmh. il a commencé à faire des prouesses chez Quickstep, il est resté là. Donc, et on a vu ce qu'il en est devenu, champion du monde à 2 reprises. Donc, c'était la bonne tactique de rester là. Quand on est jeune aussi, on est galvanisé par la notoriété, par l'argent. Tout ça arrive aussi un peu très vite, un peu trop vite aussi. Et il faut avoir un entourage un peu solide parce que sinon, on peut aussi, bah, une carrière, on court après on va dire, nos rêves, nos objectifs sportifs, mais on ne court pas après des contrats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention de ne pas se brûler les ailes à courir après des contrats. En fait,
on m'a toujours dit, hein, si tu veux gagner de l'argent, eh ben, occupe-toi déjà de faire des résultats et l'argent va suivre automatiquement. Donc voilà, voilà, c'est ce que je pourrais conseiller en tout cas aux jeunes et à des décisions que certains pourraient prendre. Pour conclure un peu cette chronique avec Cyclisme Actu, on va se projeter sur les Jeux de Paris 2024 cet été. Un petit pronostic de Richard Virenque. Alors, on n'a pas encore toutes les sélections évidemment, on n'a pas les compositions d'équipe, même par exemple de l'équipe de France. Mais, comme ça, si vous deviez donner un vainqueur, coup de cœur, on va dire, pour ces Jeux olympiques 2024 à Paris, vous donneriez qui? Alors, je crois que cette année, c'est l'année de Pogacar. Déjà pour parler de vainqueur, Mmh. je crois que ça va être le grand favori, de ces Jeux parce que le parcours, ça va être un parcours exigeant, très difficile et il va falloir, être très costaud donc comme comme il fait un peu la pluie, le beau temps et sur un peu tout ce qui est dur, je crois que ça sera l'homme à battre. Et mon coup de cœur, eh ben, c'est que on est au premier plan un certain Julien Alaphilippe, qui a, après, je dirais, ses prouesses de champion du monde et une partie de sa saison, de ses saisons un peu en berne, il lui manque l'étincelle. Eh ben, que l'étincelle revienne, je lui souhaite en tout cas hein, sur la région parisienne avec une médaille d'or, je lui souhaite champion olympique, ça serait un super retour. C'est clair, c'est tout ce qu'on souhaite également, pour le cyclisme français, à Paris 2024. Merci beaucoup Richard Virenque de nous avoir accordé cet entretien, cette chronique sur Cyclisme Actu. On vous retrouve, ce week-end, je crois, sur les 4 jours de Dunkerque, pour ceux qui veulent vous retrouver, même cette semaine, hein, potentiellement. Et puis, Et aussi, peut-être je serai en vélo à Bergue, au Critérium de Bergue, juste pour faire quelques tours de vélo avec quelques amis autour du vélo. Donc, je serai aussi le lundi prochain. Voilà, donc, comme je reprends le vélo, ça sera à allure modérée. voilà, bah, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup. On vous souhaite une agréable journée et à une prochaine, peut-être sur les routes du Tour de France également avec Cyclisme Actu. Ok, bonne journée à vous. Vive le vélo.